Sur la côte est nord-américaine, le monde secret des insectes contribue à la production des cultures. Les abeilles s'affairent à transporter le pollen de fleur en fleur. Et les papillons monarques subissent une métamorphose radicale. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. La vallée d'Annapolis en Nouvelle-Écosse est le centre agricole de l'Est sauvage. Cette région de faible altitude possède un microclimat particulier. Elle est protégée du rude climat provenant de l'océan Atlantique par deux montagnes, au nord et au sud. Ici, le printemps est précoce et l'été plus chaud. La météo clémente et la richesse du sol en sédiments créent des conditions parfaites pour de bonnes récoltes. Depuis 500 ans, ces terres sont cultivées sans relâche pour nourrir la population d'ici et d'ailleurs. Mais les fermiers ne sont pas les seuls à travailler. La faune prête main forte aux hommes pour façonner le paysage agricole de la vallée d'Annapolis. Les hirondelles rustiques sont de vraies campagnardes qui occupent les étables et les écuries. Elles nichent uniquement sous les abris fabriqués par l'homme. Sous les charpentes, elles confectionnent avec de la terre et de l'herbe un nid de forme concave. Les fermiers apprécient ces oiseaux. Les hirondelles les aident à cultiver leurs champs. Elles tiennent à distance les insectes qui, comme les sauterelles, s'attaquent aux récoltes. Les colibris ont aussi leur rôle à jouer. En volant de fleur en fleur pour se nourrir de leur nectar, ils répandent le pollen. Sur leur chemin, ils absorbent l'eau sucrée que les cultivateurs laissent volontiers dans les mangeoires. Cette eau sucrée associée au nectar apporte aux colibris l'énergie nécessaire pour battre des ailes très rapidement. Ils préfèrent cette boisson car elle est plus riche en calories. Mais une fois dans les champs, ils jouent aussi leur rôle de pollinisateurs. Ces pommiers n'auraient jamais de fruits sans les oiseaux et les abeilles. Celles-ci sont des abeilles mellifères. Contrairement à leurs cousins, les bourdons, les abeilles ne construisent pas la structure qui abrite leur colonie. Elles recherchent plutôt des abris déjà existants, comme des branches d'arbres morts ou comme ici, des caisses en bois mises à disposition par les habitants de la vallée d'Annapolis. À l'intérieur, elles construisent des rayons de cire parfaitement symétriques. Nous ne sommes qu'au printemps, mais la colonie est déjà en plein travail pour préparer l'hiver. Les abeilles doivent produire suffisamment de miel pour survivre au froid. Elles y parviennent en récoltant le nectar des fleurs environnantes. Une éclaireuse est de retour au couvain. Elle s'agite de tous côtés pour annoncer à ses collègues ce qu'elle a trouvé. Les abeilles ont de formidables méthodes de communication. Celle-ci s'appelle la danse frétillante. Elle permet à l'abeille d'indiquer des directions. Ces mouvements complexes de l'abdomen renseignent sur le lieu de la source alimentaire par rapport au soleil. Vers le haut signifie en direction du soleil, vers le bas, c'est la direction opposée. Cette abeille indique qu'il faut aller vers le soleil, puis tourner à gauche. La durée de la danse précise aux autres abeilles la distance à parcourir. Lancées dans la bonne direction, les abeilles suivent les instructions pour trouver la pommeraie la plus proche. Les abeilles récoltent deux éléments, le nectar et le pollen. Ces fleurs de pommier regorgent du composant principal du miel, le nectar. Ce liquide sucré attire les abeilles et d'autres pollinisateurs. Il est au cœur d'un accord réciproque entre la plante et l'insecte.
Les abeilles aspirent le nectar avec leur trompe, puis l'emmagasinent dans un estomac spécial, le jabot, pour le transporter ensuite jusqu'à la ruche. Lorsqu'elles se nourrissent, le pollen des fleurs s'agglutine sur leur corps. Pendant leur vol, elles le stockent dans une poche jaune, la corbeille à pollen, située sur les pattes arrière. Le pollen qui n'a pas été peigné se détache de l'abeille à son arrivée sur une autre fleur. Cette pollinisation ou fertilisation de la fleur produira ensuite une pomme. Les pommiers restent en fleurs une dizaine de jours. Les butineuses doivent donc faire vite. Une abeille butine des centaines de fleurs pour remplir son estomac avant de revenir ensuite à la ruche. Une seule colonie peut polliniser une pommeraie de la taille d'un terrain de football en une seule journée. Au début de l'été, les fleurs de pommier ont disparu de la vallée d'Annapolis. Les abeilles se sont déplacées vers d'autres fleurs. Vient alors un autre habitué de l'Est sauvage, le papillon monarque. Il débute son voyage lorsque l'asclépiade, sa principale source de nourriture, commence à pousser. Les monarques préfèrent le nectar de cette fleur sauvage et utilisent ses feuilles pour nourrir leurs petits. Cette lignée de papillons remonte jusqu'au Mexique. 3 générations se sont relayées en moins d'1 an. Leur généalogie est la conséquence d'une migration extraordinaire. En mars, les papillons qui se trouvent au Mexique commencent à se diriger vers le nord. Un papillon monarque vit à peu près 6 semaines avant de s'arrêter pour pondre ses œufs et mourir peu de temps après. Après une période de 3 semaines, un nouvel adulte apparaît et poursuit sa route vers le nord à la recherche d'asclépiades. Ce périple ressemble à une course de relais qui fait avancer les monarques jusqu'à la vallée d'Annapolis. À l'automne, naît la dernière génération de l'année, celle qui fera la longue route du retour vers le sud. Dans la ruche, une butineuse revient avec une corbeille de pollen bien garnie. Les autres abeilles vont l'aider à s'en défaire. Elles remplissent les alvéoles de ce pollen, qui, mélangé avec du nectar et de la salive, va devenir du pain d'abeille. Cette nourriture, très riche en glucides, protéines et autres nutriments, leur apporte toute l'énergie nécessaire pour travailler du lever au coucher du soleil. De retour à la ruche, les butineuses pompent le nectar récolté dans leur jabot et le transmettent directement aux autres abeilles pour le mélanger avec des enzymes. Une fois qu'il a été consommé 2 fois, elles le versent dans les alvéoles. Au fur et à mesure que la quantité d'eau diminue, le nectar s'épaissit et devient du miel. Quand il est prêt, les abeilles scellent les alvéoles pour préserver sa fraîcheur avant d'être consommée. Une colonie contient entre 30 et 60 000 abeilles. Les ouvrières femelles constituent 99% de la population. Selon leur âge, les ouvrières ont des rôles différents dans la ruche. Les plus jeunes la nettoient et s'occupent de nourrir les larves avec le miel. Celles qui sont un peu plus vieilles ont pour tâche de construire l'infrastructure de la ruche. Les alvéoles sont fabriquées à partir de la cire sécrétée par des glandes situées sur l'abdomen de l'abeille. Les abeilles les plus âgées se chargent de travaux divers, comme par exemple apporter de l'eau de l'extérieur pour rafraîchir la ruche, ou ventiler l'entrée de la ruche avec leurs ailes pour garantir une bonne aération intérieure. Les ouvrières servent aussi de gardiennes. Elles contrôlent l'identité des entrants. Elles reconnaissent leur propre colonie grâce à leur odeur. Cette abeille-ci appartient à une autre ruche.
Alors les deux agents de sécurité essaient de la chasser. Les abeilles les plus vieilles sont des butineuses. Elles sont chargées de sortir de la ruche pour récolter le nectar et le pollen. La durée de vie d'une abeille est d'1 seul mois. Au cours de sa vie, elle fait tous les métiers, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'elle meure de vieillesse. Cette mort semble douloureuse. Cependant, une abeille, même sans vie, reste utile. La fourmi qui s'approche travaille pour sa propre colonie d'insectes. Elle indiquera où se trouve l'abeille aux autres membres qui la transporteront pour leur dîner. Même morte, l'abeille joue encore un rôle important dans la chaîne alimentaire de la vallée d'Annapolis. À l'intérieur de la ruche, le cycle de vie des abeilles se poursuit. La reine de la colonie vient de pondre ses œufs. C'est la mère de toute la colonie. La seule et l'unique reine des abeilles. Son odeur attire des hordes d'ouvrières à ses côtés. L'ensemble des abeilles est programmé pour la servir. C'est sur elle que repose la tâche la plus importante, renflouer la main-d'œuvre. Une reine peut vivre jusqu'à 5 ans et pondre 1 million d'œufs au cours de sa vie. Mais son accouplement dure peu de temps, juste quelques jours après sa naissance, avec 12 à 15 mâles différents. La reine conserve ensuite en elle jusqu'à 6 millions de spermatozoïdes pour le restant de sa vie. Elle les utilise régulièrement afin de fertiliser les œufs qu'elle pondra dans une alvéole. Ces abeilles aux gros yeux sont des mâles qu'on appelle faux-bourdons. Leur seul rôle est de féconder la reine. La nouvelle reine ne naît qu'à la mort de l'ancienne. Donc les faux-bourdons s'accouplent souvent avec des reines d'autres colonies qui ne sont pas encore fécondées. En cas d'échec, ils meurent sans avoir fécondé de reine. Devenus inutiles, ils sont chassés de la ruche afin d'économiser le précieux miel. Mais il reste encore un ouvrier qui s'occupe de la ruche, l'apiculteur. Le travail de ces hommes s'inscrit dans une tradition ancienne qui remonte jusqu'en Égypte. Sur les murs des pyramides, on pouvait voir écrit des instructions sur l'apiculture. Ceci est appelé une ruche à cadre. À l'intérieur, les abeilles bâtissent leurs alvéoles sur des panneaux mobiles. Les apiculteurs vivent en symbiose avec leurs ruches. Ils transportent leurs abeilles vers des champs remplis de fleurs, où elles peuvent récolter le nectar pour fabriquer le miel. En retour, l'apiculteur prélève une partie du miel des abeilles et propose ses services aux fermiers des environs qui cherchent à polliniser leur culture, comme par exemple des pommiers. L'apiculteur utilise un enfumoir pour refouler la phéromone d'alerte, produite par les gardiennes de l'entrée de la ruche. Ceci lui permet de prélever le miel et de vérifier l'état des larves, la future génération de ses ouvrières. Dans les prés sauvages de la vallée d'Annapolis, un œuf de papillon monarque a éclos. Est née une chenille affamée qui s'apprête maintenant à devenir papillon. Elle doit manger autant que possible pour augmenter son poids et être ainsi capable de subir une transformation des plus incroyables. Au cours de ses 2 semaines d'existence, la chenille a déjà mué 4 fois. Aujourd'hui, elle est 3000 fois plus grosse qu'à sa naissance. La seule plante que le monarque mange est l'asclépiade. Il en existe plus de 100 variétés partout en Amérique du Nord. Les insectes en raffolent.
Mais pour la plupart des oiseaux et des mammifères, cette plante est toxique. Comme la nourriture influe sur l'organisme, les chenilles monarques sont également venimeuses pour nombre de leurs prédateurs. Au fur et à mesure qu'elles absorbent cette plante toxique, elles prennent des couleurs vives et contrastées. Ces rayures avertissent les prédateurs. Manger cette chenille est un danger mortel. Quand elle se transformera en papillon, la chenille continuera d'arborer ses caractéristiques venimeuses. L'asclépiade est donc à la fois une source alimentaire et un agent protecteur. Après 3 semaines de gavage intensif, cette chenille est finalement repue. Elle est maintenant à la recherche d'une branche horizontale qui l'abriterait lors de sa transformation. De sa lèvre inférieure, la chenille sécrète un fil de soie semblable à celui de l'araignée. Elle se fabrique un tapis sur la branche. Puis, ces 2 fausses pattes arrière s'unissent pour former un membre ressemblant à une brindille. Les fausses pattes ont de minuscules ventouses qui se collent sur le tapis de soie comme un ruban adhésif. Finalement, la chenille est prête à se suspendre. La métamorphose peut démarrer. Lorsque sa peau commence à peler, il ne lui faut pas plus de 2 minutes avant de muer une 5e et dernière fois. Cet exosquelette de couleur pâle n'est pas un cocon. Si les papillons de nuit tissent des cocons à partir d'un fil de soie, les autres papillons sortent d'un exosquelette rigide appelé chrysalide. En tournoyant, la chrysalide essaie de se débarrasser des derniers restes de sa jeunesse. Au cœur de l'été, le monarque adulte mettra 7 à 10 jours avant d'apparaître et de voler à travers champs. Sa chrysalide est maintenant transparente. Le papillon à l'intérieur est prêt à sortir. Pendant sa transformation, les cellules qui constituent le corps de la chenille se désagrègent. Ensuite, les cellules individuelles se transforment pour prendre cette nouvelle forme. Une fois hors de la chrysalide, le papillon reste suspendu ainsi pendant quelques heures. Le temps que le sang arrive aux extrémités de ses ailes, qu'elles sèchent et se solidifient pour se préparer au vol. Le monarque d'hiver qui naît en octobre vit jusqu'à 7 mois, 6 fois plus longtemps que le monarque d'été. Il reste à l'état d'adolescent pour conserver l'énergie dont il aura besoin sur le chemin du retour vers le sud. Le papillon traversera tout le continent. Il atteindra son état adulte seulement après avoir passé l'hiver au Mexique et être revenu au sud des États-Unis au mois d'avril suivant. Que ce soit les tempêtes ou les pare-brises, le monarque devra affronter un certain nombre de dangers en route vers le sud. Il est évident que tous n'en survivront pas. Heureusement, la population se perpétue aisément.
À chaque migration vers le nord, le nombre de monarques augmente fortement. Les femelles pondent énormément d'œufs. La fraîcheur de l'air qui souffle à travers la vallée annonce la fin de la floraison des asclépiades. Il est alors temps pour les monarques, nouvellement devenus papillons, de partir. Dans la ruche, une nouvelle vie commence. Il y a 21 jours, cette abeille n'était qu'un œuf. 11 jours plus tard, enfermée dans une alvéole, c'était une larve qui commençait à se transformer. À présent, elle cherche à se dégager et s'efforce de rejoindre ses sœurs. Elle parvient finalement à sortir et commence directement à travailler. Le cycle se poursuit à l'intérieur et à l'extérieur de la ruche. Maintenant que l'automne est là, les pommes sont arrivées à maturité. Celles-ci s'appellent fort à propos des Honey Crunch. Elles font partie des 35 variétés de pommes cultivées ici, dans la vallée d'Annapolis. Et toutes pollinisées par une population d'abeilles en pleine santé. Vue du ciel, la vallée d'Annapolis ressemble à un patchwork de champs façonnés par l'homme. Si l'on regarde de plus près, on peut y voir tout un univers caché où la nature et les hommes travaillent ensemble, où certains entreprennent d'incroyables voyages et d'autres subissent d'étonnantes transformations. L'hiver approche dans la vallée et les couleurs vont bientôt se faner. Les abeilles vont devoir affronter le froid, serrées les unes contre les autres dans leurs ruches, survivant grâce à leur miel. Les papillons monarques sont partis depuis longtemps s'installer dans le sud au Mexique. À l'approche du printemps, les plantes et les animaux se réveilleront et le cycle recommencera. La vie reprendra son cours dans l'Est sauvage.